Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Sophie? Ah, on est en onde? Je pense que ça part maintenant. Non, mais c'est parce que je suis encore estomaquée de la chronique que j'ai faite avec Benoît Dutrisac tout à l'heure. Bonjour, Cybèle Olivier. Allô? Nous, on peut se parler. Toi, je peux te regarder en pleine face parce que Benoît, je le regardais pas. Non. Parce que je lui tournais le dos parce que c'est terrible. C'est un homme blanc. Et le seul racisme, la seule discrimination, les seuls stéréotypes, la seule ségrégation qui est socialement non seulement acceptable, mais encouragée en 2025, c'est le racisme, la ségrégation, la discrimination envers les hommes blancs. C'est quand même, je trouve ça assez incroyable, parce que je parlais avec Benoît de ce texte qui est paru dans le journal 24 heures, où on apprend qu'il y a un atelier de vélo à Montréal, puis je veux pas donner le nom, parce que bon, tu sais, je veux pas non plus, où une fois par mois, les ateliers de réparation de vélos sont ouverts à tout le monde, sauf aux hommes blancs. J'adore cette phrase-là. Je pense que je vais la faire inscrire. Mais c'est pourquoi? En lettres d'or. Ben parce que les hommes blancs, quand ils sont là en train de réparer des vélos, ils crousent les filles. Mais c'est vraiment ça qui est écrit? Ben c'est écrit, oserais-je dire, noir sur blanc. Alors, c'est parce que en temps normal, il y a plein de bénévoles dans cet organisme-là qui sont principalement des hommes blancs, ce qui peut créer des malaises et des situations de cruise inadéquates avec les usagères, femmes, trans ou non-binaires. Puis ils pensent que les autres hommes vont pas parfois cruiser peut-être aussi? Mais non, mais un homme qui est pas blanc, un homme racisé, tu penses que ça cruise, toi? Mais non! Ben non, c'est des gens qui sont parfaits, qui ont un comportement exemplaire. De toute façon, il y a que les hommes blancs qui cruisent. Mais c'est parce que ils cruisent de façon inadéquate, alors qu'un homme racisé va cruiser de façon adéquate, tu comprends? Comprends-tu? C'est quoi? À quel genre d'absurdité et d'aberration on en arrive? Ben, c'est frustrant, je trouve, d'entendre ça, parce que je suis convaincue qu'il y a absolument plein d'hommes de partout qui vont être totalement en désaccord avec ça. Et c'est possible que quelqu'un qui est non-binaire cruise de façon inadéquate? Ça se peut. Parce que quelqu'un qui est non-binaire, ça arrive des fois que, biologiquement, cette personne-là, c'est peut-être un homme. Donc, quelqu'un qui est non-binaire, c'est juste quelqu'un qui dit « je me reconnais pas dans cette catégorie-là », mais c'est possible que, malgré il, elle, lui, elle, que elle ait un comportement inadéquat. Ça se peut. Non, mais parce que dans la façon de penser de ces gens-là, si t'es non-binaire, t'es parfait. Puis moi, à l'inverse, je veux dire, si je peux juste parler du côté des femmes, moi, j'ai vu de nombreuses femmes réagir à des situations de charme ou de drague de manière complètement désagréable. Tu sais, même si c'était fait de la part d'un homme de façon adéquate. Bienveillante. Non, mais il y a des, je veux dire, ça, c'est complètement un autre sujet, mais il y a des femmes, parfois, qui pourraient avoir un peu des leçons, puis peu importe d'où tu viens, puis de ta culture et tes origines, des femmes qui réagissent extrêmement mal à ça parce que c'est juste méchant, puis ils n'ont pas la façon de le dire doucement, donc de pointer les hommes comme ça seulement. Mais surtout, qu'est-ce que ça a à voir avec réparer des vélos? Si tu veux faire réparer ton vélo, tu veux juste la meilleure personne pour t'aider à réparer ton vélo. Mais là, ce qu'ils disent un petit peu plus tard dans l'article, c'est que habituellement, quand il y a des ateliers comme ça, quand il y a quelqu'un qui s'y connaît plus, dès qu'on a une hésitation, on va demander à un homme. Ben là, on a réglé le problème. On fait des ateliers où il n'y en a pas d'hommes. Fait qu'il n'y a pas de danger qu'on aille demander à quelqu'un qui s'y connaît, qui serait par hasard un homme blanc. Je veux dire, on marche sur la tête, Cybèle. Puis des fois, les gens m'écrivent en me disant, mais tu sais, dans tes chroniques, puis tout ça, tu relèves beaucoup d'absurdités. Pourquoi tu tapes sur le même clou? Je tape sur le même clou parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est rendu partout. C'est rendu partout. Puis on banalise ça comme si c'était quelque chose de formidable. Et c'est tellement formidable que la journaliste écrit « Les ateliers sont ouverts à tout le monde, sauf aux hommes blancs ». Moi, là, j'écris ça, là. J'écris dans le Journal de Montréal, demain matin, dans une de mes chroniques. « L'atelier est ouvert à tout le monde, sauf aux femmes noires ».
Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va m'applaudir? Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va applaudir le fait que j'applaudis ça? Ben non, je vais me faire traiter de sale raciste, de xénophobe. Mais là, on a le droit d'écrire dans le journal, l'atelier est ouvert à tout le monde, sauf aux hommes blancs, puis on est, nous, censés applaudir ça. Bref, une petite montée de lait pour commencer l'émission, ça part toujours bien la journée. On est vendredi, on va relaxer, on va être zen, mais vraiment, des fois, ça me fâche. Des fois, il y a des affaires qui me fâchent. Ah bon, je pensais qu'on allait avoir une petite pause, mais on va enchaîner directement avec mon premier invité. Moi, je trouve ça très important. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. On est de plus en plus nombreux à se tourner vers les circulaires. Et justement, il y a un site, une application qui ne fait que ça, surveiller les circulaires et nous dire quelles sont les meilleures aubaines. La personne qui s'occupe de ça est aussi chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Il s'appelle Jean-François Gagné-Bérubé. Bonjour, Monsieur Gagné-Bérubé. Bonjour, Sophie. Vous êtes un homme blanc, là. Je sais pas, là, c'est dangereux. Je fais des blagues. C'est vous qui le dites. Monsieur Gagné-Bérubé, moi, j'adore vous lire parce que chaque semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, vous nous analysez les circulaires. Il y a vraiment une popularité, il y a vraiment une importance à accorder. Des fois, vous donnez des conseils, puis c'est une variation juste de quelques cents, mais quand on fait son épicerie, ça peut faire une différence énorme à la fin de l'année. Oui, c'est surtout, j'aime souligner quand il y a des différences de quelques sous seulement, parce que ça montre un peu comment le marché est sous pression, y compris pour les plus bas prix qui sont offerts en circulaire. Donc oui, ça fait une différence quand on voit que pour 5 sous de moins, on a battu un meilleur prix qu'on n'avait pas vu depuis plus d'1 an, par exemple. Ça montre que le marché est capable de le supporter en ce moment, qu'il y a différents acteurs qui se sont coordonnés ensemble pour arriver à le faire. Donc généralement, c'est des bonnes nouvelles pour les consommateurs. Puis il faut être capable de les repérer, en fait, ces occasions-là, ces situations-là. Puis nous, on a vraiment une grosse base de données, donc on est capable de le faire de façon rigoureuse. Alors, ce que je trouve fascinant, c'est que, par exemple, je prends par exemple votre chronique qui est parue hier dans le Journal de Montréal. Vous nous dites, j'ai réussi à trouver quelques perles, même si c'est une semaine plutôt ordinaire. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des variations. D'une semaine à l'autre, il peut y avoir une semaine où, en effet, comme consommateur, on peut vraiment profiter d'aubaine, puis des semaines où ça vaut absolument pas la peine de comparer d'un endroit à l'autre. Donc, il y a vraiment des semaines moins bonnes que d'autres. Il y a des semaines qui sont moins généreuses, mais je dirais que la différence principale, c'est au niveau de la variété. Parce que si on regarde strictement les aubaines et qu'on planifie en fonction des aubaines, il y a manière de s'en tirer très bien chaque semaine, même en évitant les détours. Là, en allant seulement un ou deux endroits, on peut avoir une très, très bonne sélection. La différence, c'est quand on a des semaines plus généreuses, là, on va peut-être plus manger ce qu'on a envie à plus bas prix versus d'autres semaines où on va prendre ce qu'il y a à rabais et moins ce qui nous tente pour être capable de justement joindre les deux bouts avec moins de difficultés. Mais c'est une question d'adaptabilité, mais c'est certain qu'on aime mieux les semaines qui sont généreuses. Voilà. Alors, moi, ce que j'adore, c'est que les recommandations que vous faites pour certains produits, évidemment, ça s'applique pas dans tous les cas, c'est quand il y a des produits qui sont vraiment en spécial et qui ont des spéciaux exceptionnels, c'est de prendre tout ça, d'en acheter en grande quantité et de le congeler. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement tout le temps ce réflexe-là. Est-ce que c'est pas une habitude que les gens devraient prendre beaucoup plus, de congeler, en effet, en prévision des mois qui s'en viennent? En fait, ouais, je pense qu'il y a aussi une question de connaissance. Les gens ont le réflexe de congeler, mais c'est souvent les mêmes catégories d'aliments. On est habitué de congeler nos viandes, on est habitué de congeler, les poissons, des choses comme ça. Mais le pain, ça se fait bien congeler. Même, tu sais, des produits qu'on a déjà préparés à l'avance, comme du riz, qu'on aurait déjà fait cuire en plus grosse quantité, mais on peut le portionner, le faire congeler. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour sauver du temps après. Ça revient forcément plus économique aussi parce qu'on peut profiter des plus gros formats ou des aubaines qui sont plus avantageuses. Donc oui, la congélation, c'est une solution. Il y a des gens qui n'ont pas l'espace, par contre, donc il faut essayer de trouver d'autres solutions à ça. Mais oui, c'est une question de connaissance et d'expérimentation. Alors, ce que j'adore aussi de votre site et de vos chroniques dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est que vous comparez dans l'année. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, vous nous parlez des mangues, là, les mangues du Mexique, c'est un bon prix. Puis vous comparez en disant, c'est les meilleurs prix qu'on a eus depuis le mois de novembre dernier. Donc, on a à chaque fois des comparatifs parce qu'il y a vraiment des fluctuations qui peuvent être énormes selon les mois de l'année où on achète les produits. Oui,
les spéciaux, c'est quelque chose de cyclique, mais pas tout le temps. Il y a aussi des variabilités selon, bon, les importations, les saisons, les fêtes. Tout ça a une énorme influence. Nous, l'approche qu'on a, on essaie d'avoir une approche le plus scientifique possible, là, sans trop se prendre au sérieux non plus, mais c'est de se dire qu'on a une immense base de données, que chaque semaine, on a à peu près 300 produits par circulaire qui sont présentés, qui ne sont pas tous des bonnes aubaines, là. Il y en a certaines qui sont juste présentées là à des buts publicitaires, mais on prend cette information-là, puis on est capable d'analyser les données sur une période de temps X versus Y, de voir est-ce que c'est plus avantageux maintenant, c'était quand la dernière fois qu'on a vu un prix de telle sorte, les formats ont changé, donc on est capable de suivre la réduflation aussi, ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment le pouvoir des données, puis avec les épiceries, on n'a pas beaucoup accès aux données en général, on a peu d'informations sur les variations de prix, à part que on sait que les prix montent, mais les aubaines c'est différent un peu. Mais c'est très, très important ce que vous venez de dire, parce que des fois, les épiceries des grandes surfaces, ils vont mettre un produit dans la circulaire, mais ce sera pas forcément une aubaine. Donc, nous, on se fait un peu avoir, alors que vous, avec les algorithmes, là, puis les petits bonhommes verts qui se promènent dans les ordinateurs, là, vous arrivez à déterminer vraiment une réelle comparaison. Donc, vous faites un travail d'analyse que nous, on peut pas faire à la maison. Moi, si je fais le tour de toutes les circulaires, je commencerai pas à tout analyser, alors que vous le faites. Ben, c'est un muscle qui s'aiguise, c'est-à-dire quelqu'un qui prend vraiment le temps chaque semaine de planifier son épicerie et qui achète souvent les mêmes produits ou les mêmes ingrédients, ben, va se développer une espèce de connaissance sur, OK, c'est quoi les plus bas prix qu'on peut voir pour ces produits-là. Mais nous, étant donné qu'on le fait sur tous les produits des circulaires, ben, c'est plus facile de sortir de sa routine, de ses habitudes aussi, d'essayer d'autres produits, d'autres qu'on connaît moins. Ça va venir beaucoup essayer d'aider des gens, qui travaillent beaucoup, qui ont moins de temps pour planifier, qui ont des enfants à la maison. Donc, le but, c'est de vraiment pouvoir qui nous donnent leur confiance, dans le fond, qui fassent, OK, je vais consulter Glouton une fois dans la semaine, je vais faire ma liste d'épicerie, puis je peux avoir confiance qu'avec les conseils qu'on me donne, en 5 minutes, en 10 minutes, je vais être capable d'avoir une liste d'épicerie qui est optimisée au niveau des économies et au niveau des recettes aussi pour maximiser ces économies. Vous calculez à titre personnel que vous économisez combien d'argent par semaine en utilisant votre propre app, en utilisant Glouton? Ouais, du côté personnel, je dirais que ça peut être un 60 à 70 $ par semaine environ, mais on a fait des tests l'automne dernier avec différentes catégories de personnes, tu sais, un couple de retraités, donc 2 personnes sans enfants, c'est sûr que ça consomme pas de la même façon qu'une famille avec enfants. Puis malgré tout, dans les 2 cas, nos tests ont montré que c'était 4 000 $ par année à peu près que les gens peuvent économiser en utilisant notre application. Ouais. OK, donc si je m'inscris, si je vais régulièrement sur Glouton, je pourrais théoriquement économiser 4 000 $ par année. Je regardais, par exemple, les recommandations que vous faisiez cette semaine du veau de grain chez Métro à 9,99 la livre. Des fois, il y a des gens qui sont réticents. Le veau, ils sont voyons, c'est pas, moi, je suis habituée à manger du bœuf. Bon, mais là, je vais voir sur votre site, puis je vois, il y a des recettes, comment apprêter le veau, puis tout ça. Fait que des fois, c'est juste de sortir un petit peu de ce à quoi on est habitué pour profiter justement des aubaines. Et c'est aussi ce réflexe-là qu'il faut avoir. Oui, puis la curiosité en cuisine, c'est un super bon point. Là, des fois, il y a un ingrédient qu'on ne sait pas comment faire. Comme je vais prendre l'exemple des betteraves. Moi, les betteraves en pot, comme nos parents faisaient, je suis plus capable d'en manger. Là. J'en ai vraiment une grosse écœurantite, comme on dit. J'adore ça, des moi. Salades, j'adore ça. Donc, trouver d'autres façons de les cuisiner. Ouais. Puis parfois, ça nous prend juste des outils qui vont nous aider un petit peu à nous ouvrir l'esprit. Puis on essaie de faire ça aussi. Là, donc, c'est une autre façon d'économiser aussi, de cuisiner les choses différemment. Absolument. Je vais retenir toutes ces bonnes recommandations là et c'est important parce que en ce moment chaque scène compte et donc même si c'est une variation de quelques cents d'une épicerie à l'autre, ça vaut la peine et tout ça ce sont de bons conseils pour continuer à économiser, mais je retiens quand même, moi je suis un peu madame Gripsou, donc économiser 4 000 $ par année, j'adore ça. Alors merci, parce que ça m'intriguait, ça faisait plusieurs fois que je vous voyais dans les pages du journal, j'ai dit je veux savoir c'est qui ce monsieur-là, monsieur Gagné-Bérubé, Jean-François, fondateur de Glouton.app. Merci beaucoup Jean-François. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, dans l'ancien temps, donc à peu près au Moyen Âge, il y avait des papas et des mamans. Après, la société a évolué, comprenez-vous, grâce aux progressistes, à leur lumière. Après, on est passé de parent 1 à parent 2.
Puis là, maintenant, on est rendu, avec cette décision de la Cour supérieure du Québec, à la possibilité qu'un enfant ait plus que 2 parents. Donc, théoriquement, 3 parents, théoriquement 4, théoriquement 12 parents même. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Je vous invite à lire l'excellente chronique de mon collègue Mario Dumont dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin. Mais j'avais envie d'en parler à quelqu'un qui m'a écrit en me disant, écoutez, moi, j'ai une opinion là-dessus. Elle s'appelle Laurence Godin-Tremblay. Elle est doctorante en philosophie. Elle est mère de 3 enfants. Laurence, ça vous a fait beaucoup réagir, cette décision de la Cour. Pourquoi? C'est une décision auquel je m'attendais. Là, on sentait ça quand même dans l'ambiance. On entendait des témoignages de gens de troubles ou de personnes en situation comme ça. Puis ça m'a intriguée, ça m'a intéressée. Donc j'ai lu le jugement pour essayer de comprendre. Mais pourquoi est-ce que on passerait de 2 parents légaux à 3? Ce que j'ai découvert, là, l'argument principal du jugement, c'est que ça contredirait la Charte des droits et des libertés canadienne. Ça contredirait le droit à l'égalité. Là, on peut se demander en quoi est-ce que ça contredit le droit de l'égalité de pas avoir 3 parents légaux. Puis l'argument, dans le fond, c'est l'idée que ce seraient des situations qui existent, là, des familles dites pluriparentales. Et l'objectif, et ce serait des enfants à ce moment-là qui seraient discriminés par rapport aux autres enfants. Par exemple, les miens qui sont dans une famille dite biparentale. En quoi ils seraient discriminés, c'est que tous les parents de leur famille ne seraient pas reconnus légalement. Au contraire, de mes enfants, tous les parents de mes enfants, les 2 en l'occurrence, sont reconnus légalement. Ce serait ça la discrimination. Et c'est pour ça que là, le Code civil québécois devrait être modifié parce que il ne serait pas constitutionnel au fond. D'accord. Alors, la Cour s'est prononcée. C'est tout à fait possible que le ministère de la Justice du Québec en appelle. Donc, on ne sait pas encore là, si évidemment, le gouvernement puis Monsieur Jolin Barrette, s'ils vont se conformer à ça. Mais ce qui est intéressant, parce que vous m'avez écrit toute une lettre, on espère qu'elle va d'ailleurs être publiée dans les journaux, votre lettre ouverte. Dans votre lettre, vous dites, écoutez, dans le fond... il y a plus de limite. À partir du moment où on dit c'est plus 2, pourquoi il y aurait pas, par exemple, un groupe de personnes qui se sentent légalement responsables de l'enfant, et à ce moment-là, pourquoi pas 12? C'est ça, exactement. En fait, moi, ce qui me préoccupe dans ce jugement-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la tyrannie du ressenti. C'est, au fond, on le sait aujourd'hui, il suffirait de s'identifier, il suffirait de se ressentir femme pour l'être. Mais c'est quelque chose de semblable à ce à quoi on a affaire. C'est-à-dire qu'il suffirait de se sentir, de vouloir être parent. La parentalité reposerait sur le vouloir pour l'être. Évidemment, la différence ici, c'est que ce serait dans le cadre d'un projet. Donc, il faudrait s'entendre éventuellement avec d'autres partenaires, si on est 3 ou 4. Mais il y a aucun fondement objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans l'ancien temps, comme vous avez dit, là, on faisait des enfants à 2, un homme, une femme, puis on était forcé par la biologie, on était forcé par la réalité, il n'y avait pas plus de parents. Mais là, pour autant qu'on se dissocie de cette naturalité-là, de ce fait biologique-là, qu'est-ce qui empêche d'avoir plus de 2 parents, si c'est le bon vouloir de chacun? Puis pourquoi est-ce que ça n'a pas de limite? Parce que le jugement, le procureur général avait émis cette objection-là, qu'à un moment donné, il faudrait bien une limite. Les avocats qui défendent la cause ont dit oui, mais nous, on argumente juste pour 3, là. On n'a pas parlé d'infini de parents. Ouais. Je comprends qu'ils argumentent seulement pour 3 ou 4. Dans certaines provinces canadiennes, c'est déjà légal d'avoir 4 parents légaux. Mais c'est en enlevant le critère objectif, en fait, en disant que ça ne dépend que du vouloir des parents, je ne vois pas, là, logiquement, moi j'ai étudié en philosophie, ma spécialité c'est la logique, je vois pas pourquoi on serait pas conduit à 4, 5, ou à d'autres variables, c'est-à-dire je vois pas pourquoi, par exemple, à un moment donné, ça serait pas fluide la parentalité, c'est-à-dire je vois pas pourquoi, selon ce qu'on trouve dans le jugement, un jour on pourrait ajouter des parents au cours de la vie de l'enfant, ou on pourrait enlever des parents. Oui. Hein? On pourrait en soustraire. Si on peut en rajouter, théoriquement, on peut en soustraire. Et j'adore votre argument, puis j'adore cette discussion de haute voltige, parce qu'on parle vraiment de concept. C'est qu'à partir du moment où, en effet, on reconnaît que c'est la tyrannie du ressenti, comme vous dites, à partir du moment où quelqu'un se sent parent, la loi doit être
obligé de reconnaître notre ressenti de parent. À ce moment-là, ça veut dire aussi que si un parent n'a plus un ressenti de parent, donc il ne reconnaît pas la parentalité envers tel ou tel enfant, ben à ce moment-là, on pourrait l'enlever. Si la famille est à ce point-là, la notion de parentalité est à ce point-là modulable, qu'est-ce qui empêche que, rendu à 18 ans, un parent décide, bah, sais-tu quoi, j'aime pas tes prises de position, je suis plus ton parent. Moi, dans 3 ans, peut-être, je vais l'être. Ça devient comme on va aller chez Ikea pour se construire une famille, là. Je sais pas si vous avez la réponse à cette question-là, mais il y a Roger de Montréal qui nous demande qui tranche pour le ressenti du droit parental. Est-ce que c'est l'enfant ou c'est le dit parent? Ben, ça, c'est une bonne question. Et ça rejoint, excusez-moi, ça rejoint un petit peu la question que pose Mario Dumont ce matin dans sa chronique. C'est qu'il dit, dans le fond, est-ce qu'avec ce jugement-là, on a vraiment tenu compte des besoins des enfants ou on a tenu compte des besoins des parents? Ben, c'est ça. Poser la question, c'est y répondre. L'enfant n'est pas né. Fait que, donc, effectivement, ça va dépendre de la volonté de qui. Ça dépend du parent. C'est pas pour rien qu'il y a eu un changement de vocabulaire, là, dans notre société où on parle d'un projet parental. Là. On a l'impression, quand on lit le jugement, de faire affaire, en fait, à une petite entreprise. C'est-à-dire, on peut faire des contrats, ajouter plus ou moins des personnes. Puis, ce qui me frappe, moi, dans les articles que j'ai vus passer dans les dernières années à ce sujet-là, c'est que ça devient même quelque chose qui est vanté. Hein. On va dire, ben dans le fond, l'enfant va avoir plus d'attention parce qu'il va avoir plus de parents. Vu que c'est un projet élaboré, les parents communiquent plus. Hein, qu'une simple famille comme moi puis mon mari qui on fait l'amour, on fait des enfants, puis là, ça serait pas autant réfléchi que ces familles-là pluriparentales qui sont comme des petites entreprises. Puis effectivement, l'intérêt de l'enfant, à la fin du jugement, on dit peut-être qu'il faudrait en tenir compte là pour établir la parentalité, pour établir qui va être parent légal ou des choses comme ça. Ben, il me semble le peut-être fait un peu, ça fait bizarre là. Il me semble que c'est d'une évidence, au contraire, que l'intérêt de l'enfant doit primer. Je vais vous parler à titre personnel. Bon, moi, j'ai rencontré Richard. Il avait 2 filles d'une union précédente. J'ai connu les filles de Richard. Elles étaient toutes jeunes. J'ai joué un rôle dans la vie des filles de Richard et je continue à jouer un rôle dans leur vie, mais je ne suis pas pour autant parent de ces 2 filles-là que j'adore comme si c'était mes propres enfants. Donc, c'est pas comme si on s'était levé un matin et on a dit on va faire un projet, puis le projet, c'est que... Mais je sais que je suis importante dans la vie des filles de Richard, mais il me viendrait pas l'idée d'aller devant la cour puis de dire je dois être reconnue comme étant un 3e parent. C'est ça que je comprends pas, c'est d'où vient ce besoin absolument essentiel de demander à la loi de reconnaître... Si toi, tu ressens que cet enfant-là, t'es un parent, tu joues un rôle important dans sa vie, ben parfait, mais pourquoi se tourner devant les tribunaux? C'est ce petit bout-là que je comprends pas. Ben c'est ça, ils vont défendre que l'enfant est discriminé, puis si on approfondit qu'est-ce que ça veut dire exactement là, c'est que ces gens-là vont dire ben le 3e parent ne peut pas prendre des décisions, les soins médicaux par exemple, il ne peut pas prendre les congés parentaux, c'est comme s'il y a des choses dont il serait privé. Puis là, on pourrait dire, bon, ben c'est ça, c'est la réalité, puis c'est tout, là. Je veux dire, il y a plein de choses dont je suis privée. Ben oui. Ben je veux dire, moi, je peux pas prendre de décision médicale pour les filles de Richard, mais c'est ça la réalité, c'est que ces filles-là, elles ont un papa et une maman. Je veux dire, on essaye d'apposer un espèce de cadre sur quelque chose qui est, ben oui, des fois, la vie, c'est plate. Des fois, on aimerait ça que ce soit de telle façon, puis c'est pas de telle façon. Mais pourquoi légaliser tout? Vous, comme philosophe... c'est là qu'on revient, je pense, à la tyrannie du ressenti, parce que le rapport dit aussi que les enfants vont être brimés dans leur sentiment d'identité. Parce que c'est comme si la société leur dit, non, mais tu sais, toi, ta famille n'est pas comme la famille des gens qui ont 2 parents, parce que nous, on les reconnaît légalement, puis la tienne, on les reconnaît pas légalement. Puis là, bon, on peut imaginer, en effet, la détresse de l'enfant, là, tu sais, de dire pourquoi moi, ma famille n'est pas reconnue puis celle des autres l'est, mais à quelque part, c'est parce que c'est comme ça que la réalité est formée, puis on peut essayer d'inventer autre chose, on peut vouloir, mais il faut voir que à ce moment-là, les dérives vont être infinies. Puis là, cet enfant-là, je peux comprendre sa peine, je peux comprendre sa tristesse, puis c'est justement pourquoi, et ça me paraît être un modèle parental peu viable, là, peu intéressant, là. Ces gens-là peut-être vont me dire mais ça change rien à ta vie, hein. Moi ça m'empêche pas d'avoir des enfants à 2, ils vont dire pourquoi tu te mêles de ça, on se fait dire ça souvent hein, quand on parle de ces problématiques-là.
Mais j'avais un prof de philo qui disait quand on fait pipi dans la piscine, ça touche tout le monde. Là, c'est-à-dire que à un moment donné, les décisions qu'on prend vont finir par impacter tout le monde. Hein. Si le modèle québécois de la famille change, certains parlent d'une révolution là, à notre vision de la famille, mais ça va impacter tout le monde là, nécessairement. Ça va impacter mes enfants, les enfants des autres, etc. Ça va impacter toute la vision de la société. Voilà. J'ai reçu 5 fois la même question. Est-ce qu'une pension alimentaire va pouvoir disparaître avec la disparition du ressenti d'un parent? Mais non, mais ça, c'est 5 fois des personnes différentes ont envoyé cette question-là. Différentes qui posent la question. C'est ça, c'est que parce que c'est avec des droits viennent aussi des obligations. Donc, si vous voulez être reconnu comme parent et que vous avez donc le droit d'intervenir pour les traitements médicaux de votre enfant, ben il y a aussi des obligations. Donc, quand le trouble qui parfois se retrouve dans le trouble se séparent et bonjour pour les pensions alimentaires puis tout le reste. Merci beaucoup, Laurence. Ça a été absolument passionnant comme discussion. Je souhaite que votre lettre soit publiée dans les journaux. Laurence Godin-Tremblay, vous êtes doctorante en philosophie et, c'est pas rien, mère de 3 enfants. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup. Merci à vous. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, alors que vous ayez dans votre famille 2 parents, 3 parents, 8 parents, 12 parents, peu importe, on a tous été interpellés par cette annonce du ministre Drainville hier. 2 décisions extrêmement importantes pour le milieu de l'éducation au Québec. Interdiction complète du cellulaire et vouvoiement. Et ça s'applique dans toutes les écoles de la province. Quand il se pose des questions justement sur notre façon d'élever les enfants, je me tourne très souvent vers Nancy Doyon. Elle est éducatrice spécialisée et coach familial à sosnancy.com. Bonjour Nancy, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Alors oui, moi, hier, ça allait super bien. Quand j'ai vu l'annonce de Monsieur Drainville, les cellulaires, j'ai applaudi un peu. Quand j'ai vu le vouvoiement, j'ai applaudi beaucoup. Est-ce que tu as réagi de la même façon? Oui, momentanément. Oh. Et après, je me suis rappelé que moi, j'ai déjà été TES scolaire, éducatrice spécialisée en milieu scolaire primaire et secondaire. Et tout à coup, j'ai eu beaucoup d'empathie pour mes collègues parce que ce sera pas facile à gérer. Pourquoi? Explique-moi concrètement, parce que toi, tu connais le terrain. Quel va être le plus grand défi sur le terrain? Ben en fait, c'est que moi je me rappelle comment c'était hyper compliqué de juste gérer les casquettes. On demandait aux adolescents de ne pas avoir de casquette en milieu scolaire et on passait nos journées à intervenir sur la casquette. On disait à un jeune, enlève ta casquette, il l'enlevait, il la mettait dans sa poche, il la remettait 8 minutes plus tard, la longueur des jupes, écoute. Et là, je me dis, ça va leur faire un truc de plus à gérer. Oui. D'une part, on s'entend là, je suis d'accord avec la décision. J'ai envie de dire enfin, mais dans la gestion, il y a quand même beaucoup de bémols. Je l'ai mis j'en ai parlé avec ma communauté de parents et j'entendais beaucoup d'inquiétudes de la part des parents. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Bon, le jeune, par exemple, qui a besoin de son téléphone cellulaire à cause de, ses multiples transports, puis parce qu'il fait du sport, etc., il faut qu'il communique avec ses parents à quelque part dans la journée pour savoir à quelle heure va se terminer ma pratique. Est-ce que j'embarque avec Mathieu ou est-ce que tu dois venir me chercher? Donc, tu sais, toute la logistique que les parents se sont habitués à avoir via le téléphone, ils pourront pas le faire. Il y a des enfants qui doivent surveiller leur glycémie grâce à leur téléphone. Il y a des jeunes, j'ai des mamans qui me disaient, moi, mon enfant a des problèmes d'anxiété ou des problèmes d'autisme. Problème, en tout cas, il est autiste. Et quand mon enfant est surchargé au niveau émotionnel, quand il y a des difficultés à faire face à certaines situations, il me texte. Et je discute avec lui ou on s'appelle et on discute ensemble puis je l'aide à se calmer et à voir les choses différemment parce que quand je pouvais pas faire ça, quand mon enfant est au primaire, il avait tendance à se désorganiser. Fait que là, t'as des parents qui perdent un peu la possibilité
d'aider leurs jeunes à faire face à certains défis à cause de l'interdiction du cellulaire. Puis là, ben, tu sais, moi, je disais, ben, tu sais, si votre jeune a besoin de vous contacter, il y a qu'à aller au secrétariat. Ben oui. Oui, mais les enfants qui sont habitués de parler à leurs parents tous les jours, tu sais, moi, à mon époque, j'ai 54 ans, on n'était pas habitués de parler à nos parents tous les jours. Mais l'enfant qui est habitué de faire ça, ben, il va-tu appeler... D'accord. Alors, j'entends. Comme on dit dans la société d'aujourd'hui, je t'entends, Nancy. Et j'entends les parents qui disent ça. Mais ce que j'entends également, c'est, et je dis pas, bon, évidemment, les cas, si ton enfant est sur le spectre, il peut y avoir en effet une relation de symbiose qui est nécessaire pour rassurer l'enfant, pour pas qu'il se désorganise. J'en suis, je comprends, je compatis, etc., etc. Ce que j'entends aussi un petit peu, beaucoup, pas mal, c'est des parents hélicoptères et des enfants surprotégés. Parce que on s'entend que ton enfant, quand tu le déposes à l'école le matin à 8h, puis tu le récupères, je sais pas, 3h30 à 4h, peu importe, t'es pas normalement censé être constamment en contact avec. Moi, mon fils, il a 17 ans, des fois, je dis « Arrête de me texter ». Surtout quand il me texte entre 2 et 3, parce que je suis en honte. Mais je veux dire, il faut, à un moment donné, couper le cordon. C'est parce que ce que ça a fait, le cellulaire, c'est réinstaurer un cordon ombilical. Coupez-le, le maudit cordon. Vous allez peut-être me trouver bête, mais... Oui. J'entendais des parents qui s'inquiétaient pour comment mon enfant va gérer tel truc. Bon, ben là, je pense qu'il va devoir y avoir des adaptations. C'est là où j'étais très empathique pour mes collègues qui vont devoir gérer ces adaptations-là. Mais j'entendais aussi beaucoup d'anxiété parentale. Des parents qui se sentaient mal de ne pas pouvoir contacter leur enfant en tout temps dans la journée en se disant « Mais oui, mais s'il arrive une urgence, et que je dois contacter mon enfant en urgence. » Et là, je me disais, OK, oui, effectivement, il y a des parents hélicoptères, il y a des parents anxieux aussi. On a pris une habitude comme société. Voilà. De pouvoir se joindre les uns les autres en tout temps. Maintenant, tu sais, au-delà du téléphone, il y a les montres. J'ai hâte de voir comment on va gérer les montres. Ben oui, on n'a pas pensé aux montres. C'est cute, le téléphone, mais les montres, on peut se parler avec ça. Les tablettes, donc, il va y avoir beaucoup d'adaptations. Il va y avoir une gestion. Mais c'est très intéressant le point que t'amènes quand tu dis les parents qui veulent pouvoir à tout moment contacter leur enfant s'il y a une urgence. D'accord. Exact. Mais on va pouvoir justement faire le tri entre les réelles urgences et les urgences qui n'en sont pas. Appeler ton enfant parce que tu dois lui dire qu'il y a de la lasagne congelée dans le congélateur, puis que quand tu vas rentrer de l'école, il va pouvoir faire dégeler la lasagne. Ce n'est pas une urgence, mesdames et messieurs. Par contre, grand-maman est morte, ou grand-maman, il reste 2 heures à vivre, je vais aller te chercher à l'école pour que tu dises au revoir à grand-maman avant qu'elle parte. Ça, c'est une urgence. Mais savez-vous quoi? On appelle le secrétariat de l'école, puis on le prévient. Mon enfant est en classe 6B. Faites-le sortir, grand-maman va mourir bientôt. Je veux dire, à un moment donné, on va faire le tri, on va s'adapter. On va s'adapter, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait une période de transition. Et il y a beaucoup, puis on parlait de parents hélicoptères, il y a beaucoup de parents qui ont développé des stratégies pour aider leurs enfants qui vivent toutes sortes de difficultés, opposition, anxiété, on parlait de TSA, qui ont développé des stratégies où c'est eux qui aident leurs enfants constamment à se réguler. Sauf qu'au primaire, de toute façon, les enfants généralement sont pas supposés avoir de téléphone et c'est au secondaire. Fait qu'il va falloir que ces jeunes-là développent des stratégies alternatives. Il va falloir les aider à trouver des moyens de se responsabiliser par rapport à leurs difficultés, puis à se réguler par eux autres mêmes, mais pas toujours via le parent. Puis comme parents, ben tu sais, on a une société présentement, tu parlais des parents hélicoptères, mais beaucoup de surprotection, beaucoup de parents qui cherchent à contrôler aussi ce qui se passe. Oublie pas d'étudier ton examen de mathématiques. Pense à donner telle feuille à ton professeur de mathématiques. Donc, des parents qui sont toujours derrière l'enfant pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour s'assurer que l'enfant fasse pas d'erreur.
Puis fait que moi, ça, c'est la partie de moi qui jubile un peu parce que je me dis, ben nos jeunes vont devoir réapprendre à se responsabiliser. Si tu as besoin d'un transport ce soir parce que tu as un match de basket, il va falloir que tu y penses le matin pour le dire à tes parents parce que tu ne vas pas les texter sur l'heure du midi et ou changer d'idée. Il va falloir que tu t'organises un peu. Si tu as oublié ton lunch, ben tu pourras pas texter maman pour lui dire viens me porter mon lunch. Il va peut-être falloir que tu t'organises puis que tu essaies de passer un deal avec la cafétéria, mais il va falloir que tu te responsabilises. Voilà. Fait que ça, c'est la partie de moi qui jubile. Mais la première année, je pense que ça va être quand même pas mal de gestion. Mais moi, je suis convaincue que de toute façon, les gens vont s'adapter. C'est quoi? Il y a un T-shirt, c'est « Gérez-vous », puis là, il y a un sacre après. Je pense qu'il y a une... Non, c'est mon ami, c'est un de mes amis qui a écrit un bouquin dont j'ai fait la préface qui s'appelle « Gère-toi, Chris ». Ah, OK, parfait. Bon, je pense que je vais prendre un chandail. Je vais prendre un chandail avec cette phrase-là. Absolument, avec plaisir, Nancy. Nancy Doyon, coach familial à sosnancy.com. Merci de nous avoir présenté les deux côtés de la médaille. C'est important parce qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'on peut tous prendre un petit pas de recul puis laisser nos enfants respirer. Ceux qui sont capables, en tout cas, de respirer tout seuls sans avoir d'un parent au-dessus de lui. Merci beaucoup, Nancy. Ça me fait plaisir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Blanc sans défaut. Est-ce que tu m'as entendu faire mon petit éditorial au début de l'émission? Je n'ai pas eu cette chance. Non, je parlais d'un atelier de vélo ouvert à tout le monde, sauf aux hommes blancs. Oui, on connaît ça. Je disais à Cybèle, le seul forme de discrimination socialement acceptable, la seule ségrégation socialement acceptable, le seul mépris socialement acceptable, c'est envers les hommes blancs. Mais tu nous en avais déjà parlé d'un sujet semblable. Oui, l'UQAM avait été près. précurseur là-dedans. Ouais. Donc, il y a un atelier de vélo. D'ailleurs, quand tu payes tes frais de scolarité à l'UQAM, pour la petite histoire, tu es obligé de payer, je pense, quelque chose comme un 5-6 $ à l'atelier de vélo. C'est imposé sur ta facture, à moins que tu demandes un remboursement. Et votre humble serviteur demande chaque fois un remboursement. Parce que c'est ça, c'est un atelier de vélo qui exclut les hommes blancs 1 ou 2 journées par semaine, donc l'idéologie est au rendez-vous. Là, c'est une fois par mois dans ce cas-ci, mais... Bon, écoute. Et pourquoi seulement une fois par mois? Mettez ça 30 jours par mois, puis faites ça à l'année longue, qu'on tasse les hommes blancs de la société québécoise. Ils sont tous des prédateurs sexuels. De toute façon, on le sait bien, ils emmerdent tout le monde, qu'on s'en débarrasse. Bonjour Rémi, tu vas bien? Oui, ça va bien, ça va mieux que ça, mais mais par contre, les jeunes de ma génération vont pas très bien. Ils vont pas bien. Explique-nous, parce que c'est vendredi et on a besoin de bonnes nouvelles. Bon, OK, mais la bonne nouvelle va devoir attendre un instant, par contre, parce que, savais-tu que le bonheur, c'est comme un fer à cheval? Bon, il y a des gens qui habitent en ville quand même qui nous écoutent. Je vais vous expliquer. Le bonheur, c'est comme un U. Si vous avez jamais vu un fer à cheval, je vous explique. Quand vous naissez, et là, en fin de semaine, regardez un bébé, vous allez voir, j'ai raison. C'est le bonheur total, c'est vraiment l'euphorie. Oui. Et là, arrive l'adolescence, on est quand même encore plus heureux que quand on a 30-40 ans, mais on commence à descendre. Et là, normalement, parce qu'il y a des chercheurs qui étudient le bonheur de plein de façons depuis des décennies, et ils en sont toujours arrivés à cette conclusion-là. Plus vous vieillissez, entre 0, par exemple, et 30 ans, plus ça descend. Et là, quand arrive 40, 50 ans, c'est le creux, et là, ça remonte après. À partir de quel âge? Vers la fin de la cinquantaine, quand la retraite s'approche. Pointe le bout du nez. Donc, ça a toujours été comme ça, depuis qu'on étudie le bonheur. Mais là, ça a changé. Il y a une étude américaine qui a été menée sur 200 000 personnes. Écoute, là, pas 8 personnes, là, pas 800 non plus, 200 000, issus de 22 pays différents. Et on a remarqué ceci, les 18 à 29 ans, ne sont plus plus heureux que les 30 à 39 ans et les 40 à 49 ans. Non. Ils souffrent d'éco-anxiété? Alors, il y a plusieurs explications, là. Je vais t'en nommer quelques-unes, mais tu m'as devancé, c'en est désolé. une. Ben non, mais c'était quand même assez prévisible. Parce que tu m'as envoyé un lien avec un texte et j'ai pas eu le temps de lire le texte. Je me suis dit, je vais juste lui poser des questions comme un auditeur. C'est mon travail. Une auditrice, en fait. Non, mais ça fait partie des explications, même si je ne crois pas à cette explication-là. Il y a une étude de l'ESG solide qui a été faite là-dessus. Les jeunes votent vert, mais sont prêts à faire moins de sacrifices que leurs parents pour l'environnement. C'est quoi l'ESG? L'École des sciences de la gestion de l'UQAM.
Donc, voici les explications qui démontrent que les jeunes, aujourd'hui, sont moins heureux que leurs parents. Alors, j'écoute. Il y a un manque de transcendance. Ils ne saisissent plus de quoi est fait l'avenir, la vie en général. Tu sais, ça, on peut le comprendre. Où joue-je, dans quelle étagère? Exact. Ils manquent de repères. Ils manquent de repères, exactement. Ça, j'y crois. Sincèrement, c'est ça qui arrive quand le religieux s'en va et qu'on ne le remplace par rien. Je suis pas un fan fini de la religion, mais on l'a remplacé par rien. Ben, en fait, moi non plus, je suis pas une fan de la religion. Il reste que pour les gens qui se posent des questions angoissantes et existentielles, ça apporte des réponses. Oui. Après, moi, je considère qu'il y a d'autres façons de répondre à ces questions-là, mais on peut en effet se trouver démunis si on n'a pas la religion comme béquille, parce que je considère que c'est une béquille. Ben, bien dit. On est démunis aujourd'hui, les jeunes plus particulièrement. Mais je respecte les béquilles. Hein. Je dis pas du mal des béquilles. Non. Inquiétude financière. Donc, je ne suis pas béquillophobe. Béquille, avec ça, faudrait inventer ça. Hein. Les inquiétudes finaires, Sophie. Donc, les jeunes... non, c'est sûr, vous pouvez même pas vous acheter une maison, mais en même temps, pauvre vous vous achetez des cafés glacés à la citrouille à 22 $ la shot. Ben, c'est ça l'affaire. Arrêtez d'acheter des lattés à la citrouille, puis mettez de l'argent de côté dans un REER, puis là, vous allez avoir de l'argent, vous achetez une première maison. Oui, c'est ça. Vive le café. Voilà. Pression de performance, ça revient souvent quand même. C'est pour ça que moi, je suis un petit peu... Je sais pas, honnêtement, y avait-tu de la pression? Y a-tu plus de pression de performer aujourd'hui que... Non. Ben, c'est ça a toujours été. Mais non, moi, j'ai connu une époque où on n'avait pas des examens à réponse à choix multiples. Vous, c'est juste ça. C'est facile. En même temps, moi, j'ai l'impression qu'aussi, on a tellement accès à une diversité de réalités qui est peut-être même plus grande que ce qu'il y avait avant parce qu'on est en contact avec des gens de partout dans le monde, des jeunes qui ont des réalités différentes, que peut-être de là vient la pression, c'est qu'on voit à quel point on a une diversité de choix. Donc, on est angoissé face à cette panoplie-là de choix. Plus que peut-être avant, quand vous étiez plus jeune, où il y avait des chemins beaucoup plus clairs, puis moins de comparaison. Et ça me fait penser, j'ouvre une parenthèse, le film Hurt Locker, qui est un gars qui est démineur, donc il travaille comme soldat, démineur, et il vit toutes sortes d'expériences, tu sais, en plein milieu de la guerre, puis il rentre à la maison aux États-Unis, puis il va à l'épicerie, puis là, il est devant le rayon des céréales, et il y a genre 75 sortes de céréales différentes. Et là, quand il est dans l'armée, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment faire son métier. Mais là, tu te retrouves dans ton quotidien confronté à une infinité de choix. Et ça crée de l'angoisse, le choix. Je peux juste faire une parenthèse. Il y a un livre qui vient d'être publié. Non, mais récemment. Oui, franchement, allez-y. Non, mais récemment, il y a un livre qui a été publié, puis par jour, on fait 35 000 décisions. Mais des affaires niaiseux. Ça peut être autant vraiment, tu prends des choix dans ton travail que je vais à gauche, je vais à droite, je fais ça, 35 000. Ben, ça crée en effet de l'angoisse. Ben, c'est pour ça qu'on dit que le bonheur est dans les petites choses, que c'est dans la simplicité. Tu sais, l'exemple que tu viens de donner des boîtes à céréales, c'est vrai, on pense qu'on va être plus heureux parce qu'on a plein de choix, puis finalement, non. Autre élément qu'on nous propose... C'est passionnant comme sujet. Mais vraiment, continue. On nous dit que les jeunes de 18 à 29 ans ont le sentiment, davantage que leurs parents, que le monde s'effondre. Là, vraiment, je décroche. Parce que faut vraiment pas connaître l'histoire pour penser que les jeunes qui grandissent aujourd'hui ont un sentiment particulier là, que le monde va s'effondrer. Je regrette, mais quand on était dans les années 70, il y avait quand même quelque chose comme la guerre froide. Là. Dans les années 60, même chose. Il y avait le mur de Berlin. Le mur de Berlin, la guerre du Golfe. La Deuxième Guerre mondiale, on pourrait remonter. Non. Les camps de concentration, c'est pas rien. Si là. Trump est la plus grande angoisse, il faudrait relativiser. Parce que moi, je pense que c'est beaucoup une médiatisation des problèmes. Alors, décrochez de votre cellulaire, arrêtez de vous gratter le bobo tout le temps, puis là, peut-être que vous allez pouvoir aussi replacer les choses dans une perspective historique. Mais... Tu sais, je réalise en lisant tout ça, Sophie et Cybèle, que c'est un choix, le bonheur, vraiment. Parce qu'on nous dit aussi la solitude. Ça, c'est un des éléments qui démontre, en fait, qui justifie le sentiment comme ça de malheur et de déprime des jeunes. Et là, on nous dit que 30% de moins de jeunes vont manger entre amis qu'il y a 20 ans. Ouais. Ça, c'est triste. Que c'est On nous dit que la quantité de jeunes qui voient leurs amis quotidiennement en dehors de l'école, ça a été réduit de moitié depuis les années 90. Là, je lis tout ça et je me dis, mais c'est un choix. C'est un choix, le bonheur. Tu sais, tu choisis de rester à la maison. Est-ce que je peux... Tu as commencé cette chronique en disant... d'ailleurs, moi, je fais toujours des petits dessins pendant les entrevues. Tu as dit, le bonheur, c'est comme un... Oui, un U. Un U. Ben là, j'ai dessiné un U, puis là, j'essayais de voir où j'étais dans le U. En tout cas, bref. Mais je finirais donc avec une autre comparaison. Le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais.
Donc, de la même c'est bien façon dit, qu'on ça. peut se faire du malheur, qu'on peut se faire de la victimite, qu'on peut se gratter le bobo, on peut se faire du bonheur aussi. Ben, tout à fait. Puis le bonheur, c'est pas un U, c'est un O aussi. Parce que ça descend et ça remonte. Par contre, ça prend une bonne poussée. Ça prend une bonne poussée. Ça prend de la volonté. Oui. Puis c'est toi qui peux te pousser dans le cul un petit peu, là. Hein? Je veux dire, c'est pas les gens. Les gens n'ont pas d'affaire à travailler pour ton bonheur. C'est toi qui travailles pour ton bonheur. Mais ça s'appelle responsabiliser les gens. D'ailleurs, c'est un mot qui est revenu beaucoup dans la discussion depuis le début de l'émission. Merci beaucoup pour cette excellente réflexion, Rémi Villemur. Merci, Cybèle, d'avoir été à mes côtés pendant Avec toute la plaisir. semaine, sauf une journée où tu n'étais pas là, méchante, vilaine. La semaine prochaine, j'espère que tu vas être avec moi pendant 5 jours. Merci beaucoup, Cybèle. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Hugo Veilleux, toujours présent avec moi, même si maintenant on est isolé au 3e étage. Ça va revenir. Merci beaucoup, Jean-Philippe Leroux. On se retrouve lundi.